Salut à tous. Avant de vous laisser écouter ce nouvel épisode de Vue du banc, petit message pour vous rappeler que si vous voulez une expérience complète et vivre l'Euro comme nous allons le vivre, avec à la fois de l'audio mais aussi de l'écrit et nos articles, il faut s'abonner à coparena.com, Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Vous y retrouverez nos analyses et d'autres articles en tout genre sur la compétition. C'est disponible sur l'Apple Store ou le Play Store ou sur coparena.com. Pour vous inscrire, c'est très simple, rendez-vous sur le site coparena.com/inscription. Et si vous voulez profiter d'un mois gratuit au moment de l'inscription, n'oubliez pas d'entrer le code promotionnel COPAVDB Euro, COPAVDBEURO. Et vous aurez droit à votre premier mois gratuit pour découvrir tous nos contenus, à la fois écrits et audio. On espère vous retrouver là-bas aussi. En attendant, bonne émission. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de la saison 8 de Vue du banc, mais le premier concernant l'Euro. Ça y est, c'est parti. Turquie-Italie, premier match d'ouverture, victoire 3-0 des Italiens. Et pour parler de ce match, mais aussi de la suite de l'Euro, je suis accompagné de deux hommes que je vois désormais, puisque ça y est, Vue du banc s'est mis à la vidéo. En 2021, on est un peu en retard. Salut Florent Tonetti. Salut Raphaël. Qui est bien assis dans son beau bureau, qui a très belles installations, un outil formidable du côté de Flo. Et Christophe Kuchli. Salut Christophe. Bonjour, monsieur Raphaël Cosmidis. Dans son nouvel habitat depuis quelques semaines, en pleine nature. Et bien installé aussi, puisque je crois qu'on voit ton bar derrière toi, Christophe. Absolument, c'est un beau lieu, et à tout moment, puisque tu aperçois la fenêtre en arrière-plan, à tout moment il peut y avoir une intrusion du chat, qui est parti en promenade et qui va peut-être revenir. Donc voilà, à surveiller. Ah, mais puis actuellement se trouve mon chien, donc on n'est pas à l'abri qu'à un moment aussi il apparaisse dans le champ de la caméra. Messieurs, on va se consacrer et se concentrer sur le premier match de l'Euro 2021 ou 2020, je ne sais plus comment il faut l'appeler. Victoire 3-0, donc je le disais, de l'Italie. Victoire qui s'est dessinée en deuxième période, puisque premier but contre son camp de Demiral à la 53e, Immobilier à la 66e et Lorenzo Insigne à la 79e. C'est un match du groupe A, logiquement, et je vais donner les compositions avant qu'on se plonge dans ce qui s'est passé. Du côté de la Turquie, Çakır dans les buts, on va en reparler, c'était un des hommes du match, je sais qu'il a beaucoup plu à Florent. Une défense à 4, Meras, Soyuncu ou Soyunche, ils ont dit Soyunche, je veux dire Soyunche, Demiral donc et Zeki Çelik, le Lillois, à droite. Au milieu, Yokuslu, Çalhanoğlu à gauche, Tufan Yazice dans un poste de relayeur derrière Yilmaz, à droite donc Karaman, et devant c'est Yilmaz qui était titulaire et qui a pas touché beaucoup de ballons. Du côté de l'Italie, Donnarumma dans les buts, une défense à 4, mais peut-être pas, on verra avec Flo et Christophe, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, Florenzi, un milieu à 3, Jorginho, Locatelli, Barella, et une attaque à 3 également, Insigne, Immobile, Berardi. Et la première chose qu'il faut noter, Florent, c'est peut-être justement l'animation de cette ligne défensive italienne, à la fois dans ce qu'elle faisait avec et sans ballon, puisque c'est peut-être la première chose qu'on a observé sur le début de rencontre, c'est que Florenzi était dans un rôle un peu particulier, que ça a été un des thèmes de la première période. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça pour commencer ? Oui, c'était très simple. L'Italie était en 3-4-3 avec la balle. Donc, comme tu le disais, Florenzi qui était central droit, Bonucci qui était dans l'axe, Chiellini côté gauche. Ensuite, au milieu, on avait Jorginho, Locatelli qui évolue un peu sur la même ligne, avec Locatelli qui se déportait assez souvent côté gauche, parfois avec un Spinazzola qui était positionné un peu plus haut. Côté droit, l'équivalent de Spinazzola, du coup, c'était Berardi qui rentrait beaucoup intérieur. Et ensuite, un peu plus haut entre les lignes, il y avait Barella, demi-espace droit, Insigne, demi-espace gauche, et Immobile en pointe. Et ensuite, en phase défensive, on basculait en 4-4-2 avec Immobile et Barella qui sortaient le plus haut, et deux lignes de 4 derrière avec Insigne à gauche, Berardi à droite, Locatelli, Jorginho dans l'axe, et la ligne de 4, Spinazzola, Chiellini, Bonucci, et donc Florenzi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, et de cette première organisation, c'est la variété qu'a pu avoir l'Italie ensuite. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont vu que
les Turcs étaient très bas, et Florenzi a commencé à monter un petit peu, et puis finalement on a basculé en deuxième mi-temps avec un vrai latéral, et on a arrêté de de ressortir à 3 parce que c'était plus nécessaire vu que les Turcs ne venaient pas du tout les chercher. Donc il y a eu aussi cette variété-là qui était intéressante dans la palette de l'Italie avec le ballon. Ouais, on va développer tout ça dans la deuxième partie de l'analyse, parce que c'est tout ce qui s'est passé en deuxième période. Est-ce que, Christophe, à ton tour, tu peux nous détailler les mécanismes passionnants de la Turquie pour ressortir le ballon proprement, pour essayer de trouver des joueurs entre les lignes? Qu'est-ce que t'as pensé un peu de leur façon de jouer? Alors, je vais détailler ça très simplement. Quand c'était Shakir qui avait le ballon dans les pieds, il tapait de toutes ses forces devant. Quand c'était Chelik, il tapait de toutes ses forces devant. Demiral, il faisait également ça. Soyuncu, il tapait de toutes ses forces, mais en touche, ou, enfin, je sais pas, dans des zones un petit peu étonnantes. Et Meras, lui, était plutôt occupé à prendre des sombreros et à prendre un peu l'enfer sans ballon. Mais avec ballon aussi, il s'en débarrassait. Donc voilà, globalement, c'est dommage parce que, alors, au-delà de mon tropisme lillois, enfin, du fait que voilà, je suis quand même assez familier de la façon de jouer de Selig, de Yazidje et de Yilmaz, où forcément, c'est des choses qui pouvaient m'intéresser, de voir un petit peu ce qu'ils allaient faire dans ce contexte-là. Je pense qu'il y a quand même, alors sans vouloir donner des leçons, dire la Turquie aurait dû faire ci ou ça, je pense que t'es pas non plus avec un effectif qui doit subir à ce point-là, ou en tout cas refuser le jeu, parce que subir, tout le monde peut subir, je veux dire, tu peux essayer de relancer, tu perds les ballons assez rapidement face à une équipe qui presse beaucoup, t'arrives pas à la récupérer, voilà, tu te retrouves avec 20% de possession, mais c'est subi. Là, je veux dire, un 6 mètres, tu peux jouer ton 6 mètres normalement, t'es pas obligé de le dégager 70 mètres plus loin. En ça ressemblait quand même beaucoup au football des années 90, 2000, enfin voilà, des choses qu'on a un petit peu perdu de vue, hormis sur certaines sélections britanniques. Et tu vois, Yazidje, Çalhanoğlu par exemple, c'est normal de les mettre parce que ce sont des bons joueurs, mais quel est l'intérêt de les mettre sur le terrain si c'est pour qu'ils regardent les ballons passer au-dessus de leur tête? C'est malheureusement assez décevant. Limite Under, c'était un peu plus cohérent de le mettre à la place de Yazidje parce que lui va attaquer l'espace, donc tu te dis s'il y a un trou défensif, ton long ballon peut devenir une passe en profondeur pour lui. Sur le reste, c'était quand même assez compliqué. Oui, parce que t'as fait une comparaison entre nous, Florent, entre Shakir et Peter Schmeichel lors de l'Euro 2000 qu'on avait redécouvert lors des sagas VDB à l'époque, qui sont maintenant sur Cop Arena, l'application, donc vous pouvez y aller pour redécouvrir les Euros précédents. Et ouais, j'ai eu la même remarque, les mêmes réflexes que Christophe de me dire ouais, la Turquie, on dirait qu'ils sortent de 2003 ou de 2004. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de circuit sur comment ressortir le ballon. D'ailleurs, la police de l'analyse tactique vient chercher les Turcs. Qui ont manqué d'adresse, et ça a été assez frustrant et décevant parce qu'en plus ils avaient fait une phase de qualification que j'avais complètement oublié parce que j'en avais même oublié qu'ils étaient dans le groupe de la France pour ne rien cacher, mais ils avaient surpris certaines équipes dont la France il me semble quand même pratiquant un football un peu plus vertical et un peu plus efficace, et là il y avait aucun moyen de ressortir, d'attaquer. Alors est-ce que c'est pas aussi dû au très bon pressing à la perte des Italiens? Je sais pas vraiment, je sais pas si je dois être très admiratif de ce qu'ont fait les Italiens à la perte, ou si je dois être aussi déçu du manque d'idées turques et même de volonté de sortir un peu au sol de temps en temps. En fait, je pense qu'il y a un peu les deux, c'est-à-dire que les Italiens ont en effet été très bons à la perte, et là tu peux souligner à la fois l'activité des attaquants, l'activité du duo Jorginho-Locatelli au milieu pour assurer l'équilibre. Mais en revanche, et c'est vrai que là, en plus, côté turc, dans l'entrejeu, on peut pas dire qu'il y avait des joueurs particulièrement bons pour sortir de la pression, particulièrement vifs pour faire des différences par rapport à Jorginho et Locatelli, justement. En revanche, il y a quand même toutes les séquences où tu repars de Shakir et où tu peux essayer de faire quelque chose, quoi. Tu peux essayer de repartir au sol, tu peux essayer, parce qu'en plus, Soyuncu et Demiral sont pas des mauvais joueurs avec le ballon non plus. Ouais, c'est pas les meilleurs lanceurs d'Europe. Si tu connaissais pas et que tu les vois pour la première fois jouer ce soir, tu te dis ok, d'accord, ils ont pas de pied. C'est le contexte les a rendus vraiment maladroits. Alors que les deux, il y en a un qui joue à la Juve, l'autre qui joue à Leicester, donc a priori, en plus à Leicester, ils sont plutôt capables de ressortir des ballons, avec Brendan Rodgers qui fait attention à ça. Donc c'est vrai que autant qu'ils n'arrivent pas à se tirer de la pression à la perte des Italiens, ok, mais c'est vrai que ne même pas essayer une sortie courte à partir du gardien de but,
ça m'a posé problème. C'est-à-dire, t'as le droit de pas te sortir d'une pression, mais quand l'adversaire te laisse une occasion de sortir, essaye. Mais c'est vrai que, alors c'est assez méchant parce que c'est Nol Gounias, il a fait beaucoup de choses depuis la demi-finale de 2002. De la Turquie à la Coupe du Monde 2002. Mais finalement, ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, l'impression de voir une équipe de fin années 90, début années 2000, où la sortie de balle, c'était un dégagement du gardien, quoi. Ouais, alors la Turquie va jouer contre le Pays de Galles lors du prochain match, donc on verra peut-être ce qu'ils feront contre une équipe qui sera moins forte à la perte et moins forte sur le pressing haut. C'est sûr que pour l'instant, c'est pas prometteur sur cet aspect-là du jeu. Florent a parlé de l'activité de Locatelli et Jorginho, et c'est vrai que Christophe, si... on va en reparler, et puis il peut y avoir un manque de talent dans cette équipe italienne, notamment sur les trois de devant. Par contre, l'équipe alignée par Mancini est hyper fonctionnelle en termes de pressing, parce que t'as quand même beaucoup de gros volumes, de mecs assez intelligents, tu peux demander à tout le monde de défendre et de presser, et là-dessus, c'est peut-être une des forces italiennes, c'est que t'as peut-être un peu moins de talent que d'autres grosses sélections, comme l'Allemagne, comme la France, voire les Pays-Bas à certains postes. Mais par contre, tu peux demander un style de jeu assez fort. D'ailleurs, ça rejoint un peu les comparaisons entre Naples et cette sélection italienne. Et j'ai l'impression que le Naples de Sarri était un peu une inspiration pour Mancini depuis qu'il a pris le poste. Bah, moi, mon impression avec cette équipe italienne, c'est qu'elle aura du mal. C'est comme ça que je le vois, hein. Après, sur un match, tout est toujours possible. Mais disons, je la vois mal avoir, je sais pas, plus de 20% de taux de conversion des actions, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'énormes finisseurs. Alors, Insigne est un spécialiste pour marquer des buts à faible taux d'expected goals, voilà, des trucs un petit peu excentrés. Donc, lui peut avoir tendance à l'échelle d'une saison à surperformer. Mais sinon, bon, Immobile marque pas mal de buts, mais c'est des types de buts assez particuliers. Je pense qu'il aura pas forcément l'opportunité d'attaquer les espaces avec l'Italie comme il le fait en club avec la Lazio. Donc tout ça pour dire que je pense que l'Italie ne sera pas létale et que son salut viendra du fait de multiplier les occasions. C'est-à-dire que le but, c'est pas en gros, c'est d'essayer de passer de, je sais pas, de 10 tirs à 15 tirs à 20 tirs selon les matchs, vraiment de multiplier les bonnes positions. Et du coup, un vrai accent, puisque tu dis, de toute façon, tu vas pas... Alors, Immobile est un très bon attaquant qui marque beaucoup de buts, mais encore une fois, il marque toujours un peu le même type de but dans une équipe qui, mine de rien, joue pas mal les transitions. Il va pas se créer son but, c'est ça que tu veux dire, peut-être, Christophe. C'est ça. Et de toute façon, tu vas pas travailler pour que Immobile soit le meilleur attaquant de surface du monde. Donc du coup, ton objectif, c'est qu'il ait le plus de ballons possible à exploiter, qu'Insigne, pareil, l'opportunité de souvent repiquer sur son pied, mais qu'il le touche plutôt demi-espace plutôt qu'en partant de la ligne de touche, pour que comme ça, en un contrôle, hop, il peut revenir sur son pied droit enroulé, plutôt que de devoir un petit peu naviguer comme il le fait parfois. Et Hardy, pareil, c'est mieux de le mettre assez proche du but. Donc c'est vrai que là-dessus, pour moi, le travail le plus important de Mancini, il est dans la structure finalement, parce que même sur le banc, il y a pas forcément d'énormes finisseurs. Et ce travail de la structure qui, sur ce match-là, en fait, je vois pas mal de situations mal exploitées, d'occasions qui n'en deviennent pas parce qu'il y a des mauvais choix. Et tu vois qu'en seconde période, Barella monte quand même en puissance et se met à faire des bons choix que les autres n'avaient peut-être pas forcément fait plus tôt. Et du coup, ça bascule en occasion. Mais même les moments où l'Italie, il y a un décalage, tu l'utilises pas. Il y a quand même une capacité à étouffer ce type d'adversaire-là. Les adversaires type Turquie, il y en aura d'autres. Je pense que le Pays de Galles, ça sera à peu près pareil. On verra quand l'adversité sera un petit peu plus forte. Mais qui est quand même super rassurant, en fait, parce que même sur la première mi-temps, tu vois, sur la conversation, vous étiez un peu frustré de ce que proposait l'Italie, mais aussi forcément de ce que faisait la Turquie, qui ne faisait globalement rien. Mais n'empêche que moi, je me disais, oui, mais ils ont quand même 2-3 bonnes occasions de marquer. Il suffit d'un petit peu plus un peu plus de débordement sur le côté droit, un petit peu plus de justesse. Aussi, je pense, le temps qui défile, qui allait jouer en leur faveur, parce qu'ils étaient maîtres du jeu. Spinazzola que Spinazzola fasse les bons choix en sortie de dribble, parce qu'il éliminait très souvent Selic et Karaman, un nom de super-héros un peu moyen. Mais ce serait quoi le super pouvoir de Karaman? Je sais pas, je me suis dit à une lettre près, le mec s'appelait Kataman, et ça aurait été vraiment difficile. Non mais voilà, c'est pour dire que cette supériorité structurelle de l'Italie est vraiment intéressante, parce que même sur des matchs comme ça où tu dis, ouais bon, ils ont quand même pas mal bouffé des trucs dans le dernier tiers, il y a 3-0 et tu trembles absolument jamais en fait. Je crois qu'il y a quoi, 2 tirs concédés. Donc, 3. Ouais, il y en a 3 a priori, ouais. Mais il me semble qu'à la mi-temps, la Turquie a 1 tir, je crois.
Et que les tirs, à mon avis, il y a 2 des 3 tirs qui interviennent après que l'Italie mène déjà 2-0 par exemple. Non, il y a 0 tir à la mi-temps, c'est 14-0. Voilà, 0, ouais, à la pause. 14, très bien. Et ça finit Parce que à le dernier de 24-3. Yilmaz, il est à moitié taclé, enfin c'est à la dernière seconde là. Donc il y a même celui-là qui leur pousse un peu seul le truc, stat. c'est t'as Under, je crois que c'est juste avant le premier but. Under qui est excentré côté gauche, qui part en profondeur dans le dos de je ne sais plus qui d'ailleurs, et qui met une frappe mais qui est pas vraiment dangereuse pour Donnarumma quoi. Alors 24 tirs, ça finit je crois à un peu plus de 2 expected goals pour l'Italie, Flo. Donc il y a eu beaucoup de tirs de faible qualité, de faible probabilité. Il y a un truc, j'ai l'impression, qui peut pêcher quand même pour cette équipe d'Italie, notamment quand elle va dominer des équipes et les mettre en bloc bas comme ça a été le cas pour les Turquie. C'est le manque de présence dans la surface. Parce que certes tu marques sur un centre, mais c'est Demiral qui marque et il y a que Immobilier, je crois, qui est là. Et c'est vrai que en tout cas dans cette composition là, sachant que Berardi est faux pied, qu'Insigne est faux pied, que Spinazzola est faux pied. Alors Di Lorenzo, on va en parler après un petit peu, il peut apporter. Que Locatelli, Jorginho sont pas forcément les joueurs qui vont y aller. Barella peut apporter dans la surface, mais tu peux très bien finir avec 2 joueurs dans la surface quoi. Immobilier, Barella, et le reste, on n'y va pas parce qu'on est dans un faux pied en train de centrer. Et qu'on n'a pas forcément le profil ni le gabarit comme Insigne pour se présenter dans la surface. Donc c'est le truc qui m'inquiète un peu et c'est peut-être pour ça que la première mi-temps était aussi frustrante. C'est que tu disais mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part une frappe enroulée au deuxième poteau quoi. C'est ça. En fait, la frustration de la première mi-temps, je pense qu'elle vient de 2 choses. Comme tu le dis, le côté très seul d'Immobilier dans la surface de réparation. En deuxième, c'est un peu réglé parce que si tu prends le deuxième but du coup de l'Italie, y a Spinazzola qui est là, qui met une première frappe, qui est renvoyée et Immobilier marque sur le rebond quoi, enfin sur la reprise derrière. Donc t'as Spinazzola qui peut apporter sur les centres qui viennent de la droite et sur les centres qui viennent de la gauche en effet, et les centres de Spinazzola, c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir un Berardi en plus, d'avoir un Barella en plus pour venir fermer au moins deuxième poteau. Parce que c'est vrai qu'en première on les a pas trop vus. Et la deuxième chose, je pense, c'est que les Italiens, je sais pas, c'est une impression que j'ai eue, je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus. En première mi-temps, une fois qu'ils étaient dans le dernier tiers, ils restaient beaucoup dans le dernier tiers. Et du coup, ils faisaient face à 10 Turcs qui étaient dans les 20 derniers mètres quasiment. Il y avait juste Yilmaz qui était devant. Et j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, les Italiens ont été plus patients. Et une fois que les Turcs étaient vraiment resserrés dans leur surface, ils repartaient de derrière, ils revenaient jusqu'à Chiellini, jusqu'à Bonucci, et ils essayaient de réaspirer les Turcs, de les faire ressortir pour ensuite retrouver une passe pour faire une différence et retrouver une passe dans le bloc turc. Et j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus joué de cette manière-là. Mais il faut dire aussi que, évidemment, à partir du moment où tu ouvres le score à la 53e minute, du coup, c'est plus simple évidemment de reculer pour faire ressortir l'adversaire parce que l'adversaire est mené et du coup il va venir te chercher. Donc t'as vraiment alors c'est évident de dire ça, mais t'as vraiment ce premier but qui vient finalement sur un coup de dé un petit peu, même s'il y a un vrai décalage qui est créé, sur un CSC qui débloque vraiment le match parce que derrière ça s'ouvre un petit peu dans tous les sens. Parce que la Turquie est obligée de faire autre chose que rester autour de ces 30 mètres. Ils ont pas su le faire non plus d'ailleurs. Il y a aucune phase de jeu, on a vu la Turquie bonne sur ce match, c'est peut-être ce qui est un peu désolant. C'est que quel que soit le moment du jeu, ils étaient pas bons. Le truc c'est que face à, si je me souviens, alors c'est des souvenirs très vagues, hein, du match face à la France, mais le match qu'ils vont gagner, ils avaient mis surtout beaucoup d'intensité, ils étaient sortis agresser les Français, pas mal. En tout cas sur certains temps forts assez marquants. Ouais, ils ont pas du tout essayé. Là, ils ont pas essayé, ils ont peut-être pas réussi, mais c'est vrai que dès le départ, quand tu vois la mise en place italienne, même dans les premières minutes de jeu, où tu te dis, les Turcs ont, disons, ils ont pas été échaudés par un pressing raté, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont essayer quelque chose? Et dès les premières minutes, tu vois que derrière Yilmaz, on se met au niveau du rang central. Enfin, t'as Yilmaz au niveau du rang central, les autres derrière la médiane, et puis on les laisse venir, quoi. Donc dès le départ, il y avait en effet pas spécialement de projet et d'idée pour au moins empêcher l'Italie de passer de son tiers défensif au milieu de terrain. Il y a un joueur qui a beaucoup apporté en deuxième période, Christophe, et d'ailleurs les deux coachs ont coaché assez vite, puisque la mi-temps, Wunder remplace Yazice, et Di Lorenzo remplace Florenzi, et Di Lorenzo a été impactant très vite, je me rappelle d'un débordement, je crois dans les 5-6 minutes qui suivent son entrée, où il élimine 2 joueurs et il se projette dans la surface. Ça a bien marché avec Berardi,
c'est peut-être un joueur qui a gagné sa place pour le prochain match, sachant que l'Italie on sait pas s'ils ont joué la meilleure équipe du groupe, hein. C'est un groupe assez homogène derrière l'Italie, puisque Pays de Galles, Suisse, Turquie, c'est difficile de les départager aujourd'hui. On verra comment ça se passe pour le Pays de Galles et la Suisse demain. Mais tu peux imaginer que ça va ressembler un peu à ce qui s'est passé contre la Turquie, que l'Italie va avoir le ballon, qu'elle va devoir attaquer des adversaires au moins en bloc médian. Et là-dessus, Di Lorenzo s'est montré vraiment pertinent. Ouais, alors juste déjà, donner mon avis, je pense que la Suisse est quand même assez nettement au-dessus de la Turquie et du Pays de Galles. Je m'enflamme peut-être, hein, mais pour moi, c'est vraiment une équipe qui est un peu dans son tiers à elle. Ensuite, la Suisse qui a une petite marge et plutôt la bataille entre Turquie et Pays de Galles. On le verra dans tes paris d'ailleurs, Christophe. Mais oui. Non, mais c'est voilà pour dire qu'en gros, j'attends quand même quelque chose de différent de l'Italie face à la Suisse, que je pense que l'approche suisse sera un petit peu différente. Autre mini parenthèse, alors je compte un petit peu à la va-vite, mais je crois qu'il y a 7 joueurs qui étaient sur le Turquie-France, la victoire 2-0 de la Turquie face à la France, qui ne sont plus là sur le match face à l'Italie, donc vraiment gros turnover. Peut-être 6, mais voilà, tout ça pour dire que ça a pas mal bougé, même au niveau du gardien, etc. Et oui, non, en fait, je sais pas à quel point c'est lié à Di Lorenzo et à quel point c'est lié à ce que Mancini a demandé. C'est-à-dire que Florenzi, tu sens quand même qu'au début, sur la première période, la période qui joue, oui, bon, tu dois rester à côté des deux autres pour assurer les sorties de balles, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où il fait des percées, mais c'est des percées, la percée un peu à la Chiellini, qui les faisait depuis l'axe, où bon, il y a un espace à attaquer, il y a vraiment personne autour. Bon, il va attaquer l'espace, mais tu sens vraiment le dépassement de fonction, alors qu'un Spinazzola, par exemple, lui est vraiment fixé plus haut, et c'est logique qu'il attaque ces zones-là. Florenzi, c'était plus, de l'opportunité, comme Chiellini avec Bonucci, qui, j'ai l'impression, n'a pas forcément essayé de beaucoup monter. D'ailleurs, Chiellini avait une zone d'activité qui était quasiment plus haute que tous les Turcs à Paris Maz à la 55e, genre. J'avais fait la vanne et puis Julien m'a montré les heatmaps et c'était à peu près ça, quoi. Il y avait les Turcs les plus hauts derrière Maz qui étaient à peu près à la lisière du rond central à 40 mètres de leur but. Il me semble d'ailleurs que c'est Chiellini qui a touché le plus de ballons. 98 ballons touchés, 92 pour Jorginho. Ouais. Ce qui, c'était amusant de le voir là. Après, tu vois, si tu rien que cibler les joueurs de la Juve, De Ligt qui fait ça, top. Chiellini qui fait ça ne mérite d'exister. Après, c'est plus pour créer une supériorité numérique que vraiment pour imaginer Chiellini faire des différences balle au pied. Mais bref, ça pour dire que est-ce que Di Lorenzo a des consignes différentes. Après, est-ce que tu donnes les mêmes à Florenzi que celles qui ont eu lieu en seconde période? Est-ce qu'il peut faire la même chose ou pas? Je sais pas. Je pense quand même que Di Lorenzo est plus apte à l'été 2021, peut-être pas il y a 3-4 ans, que Florenzi à vraiment être ce latéral qui va attaquer, qui va savoir quand le faire, qui en plus qui le mieux fait. Il est quand même plus tonique, Di Lorenzo, je trouve. Oui, c'est ça. Non mais tu sais très bien que j'ai quand même d'énormes réserves sur Florenzi, donc je vais évidemment pas le mettre sur le même niveau footballistique et physique que Di Lorenzo et Florenzi. Donc, mais en fait, finalement, c'est ça qui est assez intéressant avec l'Italie, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs où, alors c'est pas exactement du Sarri, c'est pas exactement du Conte, enfin voilà, c'est un truc un peu hybride, mais il y a beaucoup de joueurs que je trouve bons sans plus, mais qui réussissent parce qu'ils apportent quelque chose de très précis à permettre à l'Italie de dominer. Parce que vraiment des joueurs de classe mondiale, dans ce 11-là, moi j'en vois 2, quoi. Et n'empêche que Di Lorenzo... Insigne et Barella, Jorginho, pour moi. Tu comptes J'aime pas bien Insigne, mais j'en fais pas un joueur de classe mondiale, j'en fais un très bon joueur. Mais je suis pas sûr qu'il ait sa place dans toute, genre en Allemagne, en France, etc. Je suis pas sûr qu'il ait une place, peut-être en fin de liste de 23, mais voilà, après, il y a une question de subjectivité aussi. Mais c'est pour dire que l'Italie, a pas perdu un match depuis 2 ans et demi, je crois. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très utiles, mais qui sont utiles parce qu'ils sont bien cadrés. Parce que Di Lorenzo, si tu le cadres pas, c'est bien, mais il va pas t'apporter ce qu'il t'a apporté en seconde période où vraiment tu voyais qu'il était capable de faire les décalages depuis le côté droit pour un peu équilibrer, parce qu'en première période, il venait que du côté gauche. Ouais, je crois que c'est 29 matchs d'invincibilité, il me semble, après ce match-là, 28 ou 29. Ouais, je crois que c'était pour une équipe qui avait pas fait le mondial précédent, quoi. Ouais. Ils ont joué beaucoup d'adversaires moyens. Après, ils jouent bien et ils mettent des scores, mais oui. Là, les adversaires récents, San Marin, Bosnie, Moldavie, pardon. J'étais en train de lire un mélange d'anglais et de français. Moldavie. Mais oui, en effet, ça reste quand même pas mal pour une équipe qui était en perdition il y a 4-5 ans.
Après, ils ont tapé les Pays-Bas sur la Ligue des Nations. Ils étaient dans le groupe des Pays-Bas, je crois. Ouais, ils font victoire et nul face aux Pays-Bas sur l'aller-retour. Ah. Mais même là, tu vois, enfin, je suis d'accord avec Raphaël, mais genre, ils mettent 4-0 à la République tchèque. Il y a une semaine, la République tchèque a bien dominé face à la Belgique en en qualif et fait match nul. Enfin voilà, c'est à chaque fois, il faut quand même la gagner. Non, mais c'est sûr que c'est une équipe qui collectivement sait ce qu'elle veut faire et sait comment le faire. En tout cas contre une équipe du niveau de la Turquie. On verra quand ça jouera plus fort, mais tu sens qu'il y a quand même des principes forts et des joueurs cohérents. Et quand Verratti reviendra, on verra ce que ça donnera aussi. Parce que Locatelli a été plutôt bon dans son style. On sait quand il revient à peu près Verratti ou il n'y a pas de... On sait jamais trop quand il revient Verratti. Parce que, après l'avantage c'est quand tu fais une telle entame et pour peu que tu réussisses le match contre le Pays de Galles, tu peux te dire il a le temps de revenir pour quand ça deviendra important quoi. Après vraie question, est-ce que Verratti à combien de pourcents de Verratti t'estimes qu'il est indiscutable au-dessus de Locatelli? À 100%, il y a absolument pas match. Maintenant, le Verratti à 65%. Non, moi je dirais à 80-85, tu vois. Parce que Locatelli fait quand même une belle saison et avec Jorginho, ça marche plutôt bien. Parce que finalement, il se retrouve dans un rôle similaire à celui de Sassuolo. Ils sont quasiment deux milieux comme ça, très proches, avec un Barella plus haut, qui ressemble un peu à ce que fait Sassuolo. Donc c'est plutôt... ça rejoint ce que disait Christophe sur le côté très spécifique des joueurs, c'est-à-dire que Mancini a des postes différents. A réussi à recréer des conditions que les gars connaissent en club. Ouais. Jorginho, Locatelli, Bonucci et Chiellini derrière, Spinazzola à gauche, en piston, même Barella, même Barella, qui est exactement dans le rôle de l'Inter. Dans l'ensemble, il est quand même, ça qui est intéressant. Il est quand même bien aidé par pas mal d'entraîneurs italiens qui sont un peu dans la même mouvance. Alors chacun avec leur spécificité, mais Conte essaye de ressortir court, à Sassuolo avec des Zerbi on essaye de ressortir court. Il y a des joueurs qui ont connu Sarri, c'était pareil, donc ça, je pense que ça aide pas mal. Alors que, et en plus, Conte les a déjà eu en 2016 pour certains d'entre eux. Bonucci, Chiellini, les a eu aussi à la Juve. Tu veux faire le parallèle avec la France ou pas? Après la France, ils jouent tous dans des clubs différents quasiment, donc c'est sûr que c'est... Oui, c'est pour ça. Et des championnats différents en plus. Mais non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au coach, Et ça colle. Je vais pas monopoliser la parole, j'en sens beaucoup plus parler que Flo, mais ça rejoint ce que disait Roberto Martinez dans le dernier SoFoot, où on lui disait oui, vous avez beaucoup moins de temps pour travailler en sélection qu'en club, donc c'est un peu chiant d'installer un projet. Il disait oui, mais le fait de pouvoir prendre n'importe qui sur un réservoir assez large, du coup, si tu veux un truc précis, tu peux choisir pile le mec qu'il faut. Et lui, il fait ça avec Torgan Hazard, des Chadli, qui demandent vraiment des choses très précises. Et là-dessus, l'Italie, finalement, d'avoir, je veux pas être méchant, mais pas mal de joueurs moyens plus, type Spinazzola, te permet, Spinazzola, je suis pas sûr que ça soit intrinsèquement le meilleur latéral italien, mais puisqu'il fait ce truc-là un peu en faux pied et tout, c'est quand même intéressant. Est-ce que Spinazzola à son meilleur niveau est meilleur que Zappacosta à son meilleur niveau? Oui. Parce que private joke. Pas très private parce que je crois que c'était dans un épisode de Vue du Banc qu'on avait confondu les deux. Ça a été remonté, oui. J'avais confondu les deux. J'avais annoncé une belle saison de Spinazzola. Enfin non, de Zappacosta en pensant que c'était Spinazzola. Après si ça se trouve, il va faire un bel Euro. Après, c'était pour ta défense, c'était quand même deux latéraux qui peuvent jouer à droite et à gauche, qui sont en 4 syllabes, qui sont italiens, qui finissent par A, qui sont passés par... Il y a du Z au milieu. Il y a du Z au milieu. C'est ça. Ça aurait été plus grave de les comparer avec des Chiglio, de les confondre avec des Chiglio. Qui peut faire la même chose, qui est aussi latéral, qui peut jouer des deux côtés. Qui fait la même chose que cela, mais en moins bien dans tous les domaines. C'est un peu... En tout cas, j'ai rarement vu un mec faire des dribbles aussi lents qui passent à chaque fois que Spinazzola ce soir. J'ai l'impression que c'était un peu au ralenti, mais que Selic et l'ami Karaman... c'était compliqué. J'ai l'impression qu'une fois sur deux, ça passait parce que Selic pensait qu'il allait repiquer et qu'en fait, il passait quand même en débordant sur le côté gauche, malgré le fait d'être en faux pied. Mais je sais pas il est pas mauvais du gauche. D'ailleurs, j'ai regardé sur FBRF, il est genre à 73% de ballons touchés du pied droit, ce qui montre quand même qu'il a un quart de ballon touché du pied gauche, et à un moment, il fait un centre du gauche, qui est pas indigne, C'est pas le mec qui sait pas du tout. Ce qui est dommage sur ces centres, c'est qu'il y avait, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eu, il y avait assez peu de variété. Ils allaient toujours dans la même zone, au deuxième à peu près. C'était un peu ça qui manquait. Il a fait un bon match, mais je me demande quand même si un gaucher pourrait pas faire aussi bien juste en étant gaucher naturellement. Genre Emerson. Mais bon, Emerson, ça fait 3 ans que je l'ai pas vu jouer, donc.
C'est la question qui pouvait se poser pendant toute la première mi-temps, hein, le fait que l'Italie ait ses 2 joueurs de côté gauche qui soient des droitiers, ça foutait un peu le bordel, je pense. Ça facilitait pas les choses, mais vu que Spinazzola arrivait quand même à apporter des centres en faisant sa feinte, comme disait Christophe, et en rentrant, en partant sur son pied gauche finalement, bah, tant qu'à faire, si t'arrives à avoir les centres quand même, tu pouvais le garder. Mais c'est vrai que tu pouvais en effet te poser la question. Est-ce que ça sera, Raphaël, l'Euro des pistons? Bah, je sais pas, mais en tout cas... ça a été un peu alors je sais pas si ça a été la Ligue des Champions des pistons, mais t'as quand même ce côté où la finale se joue un peu là-dessus, et tu peux parler de général, le renouveau de Chelsea. Tu peux parler de l'Inter de Conte aussi. L'Inter de Conte, d'ailleurs, avec les pistons faux pieds aussi. On a un article sur Cop Arena sur les pistons faux pieds. Absolument, mais tu vois, je suis intéressé de voir Cossens par exemple. Allemagne va aussi jouer à 3. Enfin voilà, je pense qu'il y aura des vrais pistons où ça sera un peu un qui tout double, et beaucoup d'adversaires qui sauront pas quand sortir sur ces mecs qui sont sur des positions un peu intermédiaires. Mais d'ailleurs, pour refaire de la pub pour Cop Arena, il y a un article qui va arriver sur l'Allemagne où ça parle des pistons et de Gossens, qui je pense est devenu très très vite très important pour l'équipe d'Allemagne. Il a marqué contre la Lettonie, qui avait, je pense, des joueurs très très faibles. Il y avait un latéral qui, je pense, n'avait jamais fait des matchs contre des équipes aussi fortes, et ça se voyait, parce qu'il était complètement dépassé. L'ami Os, il s'appelle. Il était en difficulté, mais Gossens, est devenu très très... D'ailleurs, il a des positions et des séquences de jeu similaires à l'Atalanta. Donc là aussi, je pense que Joachim Löw s'appuie sur les mecs en forme, un peu comme le fait Mancini, en se basant sur les mêmes principes pour que les joueurs soient pas perdus. Qu'est-ce qui se passe si Os rencontre Bernardeschi? Qu'est-ce que ça fait division par 0? Forme un trou noir, ouais. Ouais, avant qu'on parle de Bernardeschi, parce que je veux qu'on finisse par une touche plus légère sur ce match, et on parlera de Bernardeschi. Flo, est-ce que tu peux nous détailler, parce que Christophe disait que tu ne parlais pas assez, nous détailler les solutions que l'Italie a trouvées en deuxième, parce que tu les avais réclamées en première période quand on discutait. Elles sont arrivées, notamment avec ces passes diagonales. Alors c'était facile avec plus d'espace, mais vas-y, raconte-nous un peu, du coup, ce que l'Italie a bien fait en deuxième, et ce qui pourrait être une menace pour les futurs adversaires de l'Italie. Ouais, bah c'était des choses assez visibles en première mi-temps, avec on partait d'une fixation côté gauche avec par exemple Chiellini qui va avancer avec le ballon, et très souvent il y avait une diagonale qui passait dans le dos des milieux turcs et qui permettait de trouver un joueur dans le demi-espace droit. Alors moi, le souvenir que j'ai précis d'une action en première mi-temps, c'était une passe refusée par Chiellini qui allait vers non pas Barella mais vers Berardi, qui était totalement seul, et qui, alors que Chiellini s'engage et continue d'envoyer la balle côté gauche, Berardi le regarde un petit peu et lui dit mais j'étais tout seul, j'étais là. Et donc ça m'avait fait tiquer en première mi-temps, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, sur les 2 buts, à chaque fois, c'est une Italie qui remonte par le côté gauche et qui trouve cette diagonale pour trouver Barella, qui ensuite lance l'action dans le dernier tiers. C'est des diagonales de demi-espace à demi-espace d'ailleurs, souvent, c'est exactement, du gauche à droit. C'est celle-là, ouais. Et c'est vrai que c'est ça. Et je me demande si c'est Insigne qui met les 2 passes ou pas. Je crois. Il en met une, c'est sûr. Et la deuxième, je sais plus. Ouais, je les ai de côté, je vais vérifier. Tu vas là. C'est peut-être j'allais dire Zappacosta, c'est peut-être Spinazzola. C'est ce que lui aussi, droitier, peut revenir. Non, mais Zappacosta, c'est incroyable. Il va rester dans l'histoire de Vue du banc comme le mec qu'on cite sans raison. Alors, je pense qu'on n'a jamais analysé un match où il y a Zappacosta qui joue. Mais oui, la passe de demi-espace à demi-espace était assez intéressante, et elle est plus naturellement facile de la gauche vers la droite, parce que dans l'autre sens, c'est plus vite. Alors, il y a que Insigne qui peut être trouvé dans cette zone-là, dans l'autre sens, et il faut savoir qui va la faire. Bonucci l'a faite un moment, mais de l'axe carrément. Il a trouvé une passe filtrante, impressionnante en première période. Il faudrait que je la retrouve, il faudrait que je l'isole, parce qu'elle était vraiment incroyable. Et Berardi pourrait le faire un peu, mais Berardi est plus dans de la percussion, en partant parfois plus du côté. Alors la première, ça ressemble à Locatelli vu la position. De toute façon, en termes de taille, tu peux pas trop les confondre, Locatelli et Insigne. Ouais, non, c'est Locatelli, et surtout qu'elle est du gauche là pour le coup. Et la deuxième, c'est Insigne qui trouve en effet Barella. Et à chaque fois, c'est Barella qui est dispo dans sa zone habituelle en fait, de demi-espace en position avancée entre les lignes. Et voilà. Nicolo Barella qui a fait une belle saison et qui arrive en forme pour cet Euro. Tu voulais rajouter quelque chose, Flo ? Ouais, d'ailleurs sur Barella, gros mea culpa, parce que c'est vrai qu'il y a 1 an, j'avais sur le Discord qualifié Barella de
joueur avant tout coureur et qui mettait beaucoup d'énergie, on va dire, sur le terrain. Mais je l'imaginais pas du tout cette progression-là. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est le milieu italien qui fait le plus de différence. Sur le terrain par son activité. En gros, il a gardé le volume. Alors je sais pas, Christophe, si la saison dernière déjà à l'Inter, Barella était on voyait déjà des bribes de ce qu'il a fait quasiment tous les week-ends cette année, sur le plan des choix, de la prise de décision dans le dernier tiers, etc. Parce que moi j'avais souvenir surtout d'un mec qui, par rapport aux autres milieux de terrain de l'Inter, apportait une énergie, apportait une capacité à presser, une capacité à faire des courses dans le dernier tiers, et me rappelait plus un Matuidi qu'autre chose, quand cette année, c'est un milieu hyper complet et qui est capable de tout faire, et qui est devenu aussi plutôt bon finisseur et plutôt bon dernier passeur. Donc je sais pas s'il y avait déjà des indices l'année précédente. Bah il y avait des indices. Maintenant, moi quand il était à Cagliari, je lui voyais aussi un truc plutôt box to box, entre guillemets assez basique quoi. Et sur son évolution, il a commencé... Bon, en plus, on s'est pas mal attaché à Sensi, nous, qui était un peu plus à jouer entre les lignes, etc. Donc, du coup, ça aidait pas, peut-être... En tout cas, ça masquait un petit peu ce que faisait Barella d'intéressant. Mais c'est vrai que moi, je le voyais plus, tu vois, si vraiment tu me donnais l'évolution ultime, en Goretzka, en fait. C'est comme ça que j'imaginais, alors pas forcément sur le tour de bras, mais sur le type de joueur de foot. Et au final, là, en fait, je veux pas faire Bill Simmons qui fait toujours des le top 14 ou top 28 des mecs qui sont le plus ci ou le plus ça, quoi, qui a déjà plein de classements en tête, donc je peux pas un peu te donner la sphère dans laquelle il évolue. Mais des joueurs comme ça, aussi polyvalents, qui à la fois vont faire ses courses, qui vont faire le pressing, qui vont aussi savoir attaquer l'espace, demander, être vraiment très facile à solliciter, qui vont être capables de combiner sur des jeux à 3 avec le latéral quand il y en a besoin en club, et qui surtout, et c'est là pour moi où il se distingue le plus, notamment je crois que c'est le deuxième but, où il a un peu dos au jeu et finalement il fait cette passe verticale en se retournant qui casse une ligne. De l'extérieur, des joueurs qui sont capables, ne serait-ce que de faire cette passe, je suis pas sûr qu'il y en ait tellement, et si tu rajoutes vraiment tout, je pense qu'on est sur un truc où... Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des caractéristiques plus spécifiques et qui du coup en font des meilleurs joueurs, même s'ils ont pas certaines de ces qualités. Mais pour moi, on est sur une sphère, je sais pas, les 7, 8 meilleurs milieux de terrain au monde, en tout cas dans ce profil-là, c'est vraiment difficile. Et moi, j'en fais potentiellement le meilleur joueur italien. Alors il y a Verratti où c'est un petit peu particulier, mais potentiellement meilleur joueur italien, peut-être que d'ici un an. Alors après, je peux pas bâtir en tant que tel autour de Barella, c'est plus quelqu'un qui va te faire vivre le jeu, quoi. C'est pas lui qui va bouffer le ballon. Mais pour moi, c'est ce que je disais d'ailleurs dans l'épisode précédent, je crois, hein, s'il y a un Covid qui touche Barella, l'Italie, je pense qu'elle saute 2 tours plus tôt que si elle l'a sur tout le tournoi. Eh ben, on verra ça. Est-ce qu'il y a des individualités qui vous ont marqué côté turc? Non. Ou italien parmi les entrants? Vous vouliez parler de Bernardeschi, je crois. C'est surtout toi qui veux en parler. Ah, tu voulais aussi, Flo, parce qu'on s'est énervé en même temps. Enfin, on voulait, quoi. Enfin, il fait une entrée dans un match où ça compte plus vraiment et le score est fait, il fait une entrée. Je pense pas que tu peux faire une pire entrée sur aussi peu de minutes et de ballons. C'est ça qui m'a gêné. Ouais, il a touché 8 ballons. J'ai la stat sous les yeux. Il rate 2 coups francs. Il rate 2 coups de pied arrêtés, et j'ai souvenir d'une passe absolument horrible. Oui. Bah justement, près de la surface. Une diago demi-espace. Ouais, exactement. Il était plus proche du but quand même, c'était plus près de la surface. Le geste technique est dramatique, au-delà de la passe ratée, c'est que tu sens que le geste est raté dès qu'il le déclenche, et ça c'est toujours gênant. Voilà. Et donc quand ça représente quasiment 50% de ses ballons, du coup forcément pour juger la prestation ça devient compliqué. Donc après c'est anecdotique. Mais sinon les autres entrants, je t'avoue, moi à partir du moment où le score a été fait, la fin de partie, bon. Tu te rappelles? Regardez ça un petit peu de. Tu te rappelles pas de l'entrée de Dervisoglu? Pas du tout, non. Je vois qu'il a touché un ballon. Il a pris un carton. Non, après, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que côté turc, je trouve quand même assez dramatique que le gardien numéro 1 en 2021 d'une nation comme la Turquie ait un jeu au pied pareil. Ouais. Il en a pas en fait. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait on critiquait le fait qu'il balance les ballons, enfin en tout cas
c'est pas, enfin, voilà, c'est aussi une idée du sélectionneur, je pense, mais quand il a pas balancé, c'était pire que tout, donc bon, limite vaut mieux balancer et perdre le ballon tout de suite, mais le perdre à 50 mètres de ton but, que de coûter le 3e but. Le pire, c'est qu'apparemment, niveau statistique, voilà, il a des arrêts, bon, c'est autre chose, hein, c'est un autre domaine. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrête beaucoup de tirs, donc qui a, j'ai l'impression, alors je suis le championnat turc d'assez loin, mais une progression assez fulgurante qu'il s'est installé en tant que numéro 1 alors qu'il n'était pas forcément destiné à l'être il y a de ça 1 ou 2 ans. Mais là... Ouais, il est en championnat, il est à 80% d'arrêt. Alors il n'y a pas évidemment les stats avancées sur le championnat turc sur FBref, mais 80% d'arrêt. Je pense qu'il y a c'est quand même. Je sais pas s'il y a 6-7 gardiens dans le Big Five qui sont à 80%. Ouais. Après, même si on sait que cette stat n'est pas forcément indicatrice de la vérité. Oui. Mais Ismaël Afoud, notre ami et collaborateur, disait en effet qu'il était bien coté en termes de stats. Il avait peut-être pas de salle de jeu au pied. Ou alors en tout cas dans son équipe ça se passe différemment. Ça se trouve il y a pas de pression des adversaires, il donne juste le ballon au central. Mais là. Et il y a quand même un truc, c'est qu'il envoie des ballons très très aériens. C'est que le temps, alors ça peut être un avantage parce que le temps qu'il retombe, tu peux faire monter le bloc. Mais le nombre de fois où le ballon est sorti du champ de la caméra, j'avais rarement vu ça dans les années qui viennent de s'écouler. Et on n'a pas eu droit à la réalisation à l'ancienne parce que pour avoir regardé des matchs d'archives où le caméraman suit le ballon en bien sûr, oui. Où ça c'est un des trucs les plus inutiles de l'histoire de la réalisation TV. C'est la caméra Airbud. À la manière des punts de football américain où des fois le ballon est suivi. J'allais dire c'est la caméra Airbud pour voir si le chien va réussir à toucher la balle quand il monte. Ouais, non, juste quand même Bernardeschi, au-delà de son entrée, je trouve ça alors assez triste qu'il rentre et enfin moi je préfère le prendre comme une moquerie vis-à-vis de l'adversaire. Ah d'accord, comme une forme de blague. Je sais que c'est pas ça, hein, mais dans ma tête c'est pour un peu digérer le fait que à la fois Bernardeschi soit appelé dans cette sélection et qu'il ait en plus du temps de jeu. Alors tu vois, Pessina c'est pas le joueur du siècle, hein, mais typiquement je préférerais largement voir entrer Pessina plutôt que lui. Après, dans le profil gaucher faux pied que fait Berardi, c'est sans doute le numéro 2 et il y a pas 1000 Italiens qui peuvent faire ça non plus. Alors oui, mais il y a pas on parle d'un joueur qui on le rappelle a marqué 3 buts en championnat en ayant joué 28, 29 et 27 matchs sur les 3 dernières saisons, et donc 0 but cette année en 27 apparitions, 1 but l'an dernier en 29 et 2 il y a de ça 2 ans. Moi, et aussi celui que j'aurais bien aimé voir dans ce rôle-là, et je sais pas si vous l'avez beaucoup vu cette saison, mais c'est Orsolini, que je trouve bien et qui je pense aurait pu tenir le rôle de numéro 2 derrière Berardi, mais en étant meilleur que Bernardeschi vu la saison écoulée. Je trouve moi, il me gonfle parfois un peu parce qu'il tire tout le temps, en fait. Enfin, il fait toujours un peu la même chose, mais je le préfère 1000 fois parce qu'il tire beaucoup mieux, quoi. Donc, partir de là. Après, le gars moi, que j'aurais aimé voir, c'est, qui aura en plus été dans un registre très différent, mais capable de jouer aussi côté droit, de rentrer, c'est Moïskine. C'est Moïskine qui a pas été pris, finalement. Et on sait pas pourquoi. La logique, pour moi je pense que c'est physique, etc., et qu'il a ce Covid qui se traîne, c'est un truc où a priori ça en était assez mal remis, mais maintenant ça commence à faire. Mais c'est vrai que Keane dans ce match-là et peut-être plus tard dans l'Euro de l'Italie, c'est quelqu'un qui par exemple pourrait peser beaucoup plus dans la surface dans des moments. Il est pas là, hein, mais c'est vrai que la logique, il t'aurait apporté quelque chose de différent. Parler de spécialité et de joueurs capables de mettre, de proposer des solutions pour rentrer dans certaines cases. Et Keane, pour le coup, c'est une case que tu pourras pas remplir avec son absence parce que t'as aucun joueur, je pense, avec son profil capable de faire ce qu'il fait et d'apporter un poids supplémentaire, on va dire, notamment dans la surface de réparation, si c'est pas pour l'aligner en deuxième attaque. Petit quiz. Petit quiz. Quelle est la place et l'identité, alors ils sont 2, mais la place du premier Italien au classement des meilleurs passeurs en Serie A? Ah là là, j'étais justement en train de regarder quelle solution italienne Mancini aurait pu prendre. Le meilleur Sachant que ça se tient beaucoup, hein, c'est-à-dire t'en fais une de plus, tu gagnes beaucoup de place. J'aurais dit Insigne ou Berardi. Et combienième, c'est-à-dire il y a combien de personnes devant ce meilleur passeur? Je sais pas, 5 ou 6.
Au pif, 7. Je suis au pif. Alors, donc le meilleur passeur de Serie A, je vais pas me faire toute la liste évidemment, mais c'est Ruslan Malinovski avec 12 passes décisives. Le premier italien, alors ils sont 2, c'est à la 13e place ex aequo, donc il y a 12 étrangers au-dessus. Il y a Antonio Candreva, et oui, on parlait de joueurs qui font toujours la même chose. Antonio Candreva est toujours là, avec 8 passes décisives, et Federico Chiesa, le sosie éloigné de Raphaël, qui est également à 8, et ensuite à 7, on a Berardi, Insigne et Faraoni en italien, ainsi que Barella. Donc ça se densifie pas mal à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus tu vois, un mec qui sortirait totalement du lot. Tu vois, t'as les Caprari, Oui. Faraoni, où c'est gentil, mais bon, c'est quand même aussi difficile de dire, tiens, ces 7 passes décisives font qu'on doit absolument le prendre en sélection italienne. Bah, c'est sûr que quand t'as eu sur la même génération Totti et Del Piero, quand tu dois choisir entre Orsolini et les joueurs qu'on vient de citer, et Bernardeschi et compagnie, ça fait un peu mal aux fesses, mal au cerveau, mal à la mémoire. J'étais en train de regarder les autres joueurs présents. Après, le pire, c'est que l'Italie n'aurait pas besoin de Totti et Del Piero. Il en suffirait d'un seul. Ça suffirait. Parce que c'est vrai qu'il y a eu toujours cette histoire de l'un ou de l'autre et des deux impossibles à associer. En 2006, Del Piero avait fini sur le banc. Hein. C'était fini comme ça. C'était un certain match, en tout cas. Et en 2000 aussi. Ouais. Il rentre Del Piero le plus et souvent. Il croque le salaud. Sur Il croque. Les supporters italiens s'en souviendront. Voilà pour ce match. Je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre. On reparlera de la Turquie. Attention, parce que la Turquie, qui partait genre, ouais, c'est notre meilleure génération depuis je ne sais pas combien de temps. On a fini dans la deuxième d'une poule avec l'équipe de France. On a failli les sortir. Ils peuvent très bien finir quatrième, hein, vu comment ça a démarré. Donc, ce serait... Ça peut être mine de rien, il y a quand même des troisièmes qui seront pas meilleurs troisièmes. Donc, oui. C'est vrai qu'à chaque fois, on est là, oui, tous les troisièmes passent, machin, mais bon, il y en a quand même 2 qui resteront sur le bord de la route. Démarrer avec un 3-0 encaissé, si tu fais troisième avec seulement 3 points, c'est ça. Ça peut être compliqué. Ah bah là, si tu bats pas les Pays de Galles au prochain match, je pense que c'est très très mal fichu après. Parce que oui, la compétition peut vite se terminer. Pour nos amis turcs. Voilà pour ce match. Alors, je vous avais posé des questions discrètement sur Facebook via notre conversation pour préparer un peu le reste du tournoi, puisque demain, donc, nous aurons droit à Pays de Galles-Suisse, toujours dans le groupe A, et nous aurons droit, je suis en train de vérifier le calendrier du championnat d'Europe, à Danemark-Finlande, ça c'est à 18h, et à Belgique-Russie, match de 21h. Ce qui devrait être donc une journée plutôt sympa qui va commencer bien avec Pays de Galles-Suisse, en espérant que Gareth Bale soit en forme. Un Danemark-Finlande qu'on voit nous assez déséquilibré, on verra si c'est le cas, et un Belgique-Russie qui devrait être assez déséquilibré, mais qui du coup permettra de voir un autre favori, un autre grand prétendant au titre. Mais avant ça, je vous ai posé donc plusieurs questions. Quelle est la poule qui vous captive ? Ça va être l'occasion de rappeler les poules, parce que cet Euro est venu tellement vite après la saison qu'on a un peu oublié. Mais donc les poules, poule A, donc Italie, Turquie, Suisse, Pays de Galles, poule B, Belgique, Danemark, Finlande, Russie, poule C, Autriche, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Ukraine, poule E, Pologne, Slovaquie, Espagne et Suède, poule D, Croatie, République tchèque, Angleterre, Écosse. Bien Raphaël, il va falloir réviser l'alphabet. J'ai dit quoi ? Ah mais pardon, oui non mais parce que tu sais pourquoi ? Parce que je suis en train de le lire sur WhoScored et elles sont pas dans l'ordre. Ça fait poule C, poule E, poule D. Vous m'excuserez, en effet, je m'en suis rendu compte en le disant. Et donc Croatie, République tchèque, Angleterre et Écosse dans le groupe D que j'ai dit après le groupe E et groupe F. France, Allemagne, Hongrie, Portugal. Christophe, quelle est la poule qui t'intrigue, qui te captive le plus, celle où tu as peut-être une tendresse ou des curiosités à suivre ? C'est la poule C, la poule Autriche, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Ukraine. J'en étais sûr. La poule Bardi. Absolument, la poule Bardi. Alors j'ai pas de raison. Non, j'allais dire Ukraine, pas spécialement, mais finalement, il y a 2-3 joueurs qu'on croise au Shakhtar, brésiliens naturalisés aussi, qui sont là. Il y en a un que t'as cité en plus dans les meilleurs passeurs de Serie A. Oui, c'est ça, Malinovski. Donc ouais, finalement, j'allais dire, bon, c'est pas pour l'Ukraine, et je revois la liste, alors je vais pas non plus être passionné, mais je me dis que, bon, Yarmolenko peut-être pas, mais revoir Zinchenko, Malinovski, Marlos, ça peut être assez intriguant, assez intéressant, mais c'est surtout pour les 3 autres équipes. Autriche qui, je trouve, tarde quand même à capitaliser sur tout ce que fait Salzbourg, parce que mine de rien, bon, t'es toujours
limité par ton bassin de population, limité par les gens qui émergent, etc. Mais Salzbourg, de par leur façon de former les joueurs, on va dire que ça tire le maximum et ça exploite le maximum des potentiels. Et tu vois, un Schlager, par exemple, je pense que s'il sort il y a 15 ans, je pense qu'il reste au pays. Et je vais pas dire qu'il est tout juste professionnel, hein, mais jamais il atteint ce niveau-là. Après, certains diront que Salzbourg, à force de recruter des jeunes étrangers en post-formation, empêche les Autrichiens d'émerger. Tu vois, tu peux avoir les deux versants. Oui, non, mais ils embarquent quelques-uns. Maintenant, ceux qui émergent sont quand même sympas. Et en gros, je me dis que cette équipe a un vrai potentiel pour s'installer pour pas mal de temps sur un bon niveau, peut-être pas un très haut niveau, mais un bon niveau. Mais j'attends que ça se concrétise. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. Je vais pas tous les citer, mais Leiner, Leimer, Grilic, Sabitzer, je trouve ça assez intéressant. Et surtout, il y a Kalajdzic qui a émergé cette année, l'attaquant de 2 mètres, qui est une vraie curiosité parce que du coup t'as pas aligné des Gerbic ou autres. Voilà, ils avaient vraiment aucun grand finisseur et maintenant ils l'ont. Pays-Bas parce que Frank de Boer se trompe sur l'identité de ses joueurs à toutes les conférences de presse et qu'il est honnêtement c'est un truc si vous n'avez pas vu je vous conseille parce que voilà il se trompe sur qui est qui et tu te dis mais enfin qu'est-ce qui se passe. Donc là je pense que s'il fait un mauvais parcours Frank de Boer ne pourra plus jamais coacher et la Macédoine du Nord parce qu'il y a Enis Bardi, Erzan, je sais pas quoi, j'arrive pas du tout à prononcer son nom, Alioski, Elmas, voilà, Pandev qui est toujours présent, d'ailleurs un beau sujet dans le dernier SoFoot sur Pandev, donc beaucoup de joueurs que j'apprécie, et je pense que j'irai à la Voix du Nord dimanche avec le maillot de la Macédoine du Nord pour faire honneur à cette magnifique sélection. Tu penses que tu fais partie des combien de Français qui ont un maillot de la Macédoine du Nord? Je pense qu'on n'est pas beaucoup. On est sur le over-under 34. Je dirais 3. Ouais. Ah, j'aurais dit plus quand même. J'aurais dit tous les membres de la rédac de Football Ski, qui je pense ont un maillot de. Après, il y a peut-être des collectionneurs aussi qui l'ont. Ça existe. Mais maillot très beau d'ailleurs, hein. Je vous conseille. Tu veux pas aller les chercher là? Maintenant qu'on a la vidéo, on va le chercher là. Vas-y, pendant qu'on parle. Non, mais faudra faire le podcast avec le maillot. Ah bah oui. On verra le dimanche du match. Ouais, je ferai le. Et donc, juste pour De Boer, alors il y a eu plusieurs trucs. Les 2 derniers, c'était qu'il avait dit que Donny van de Beek, qui d'ailleurs a fait forfait, avait joué plus de 4000 minutes cette saison, alors qu'il a quasiment pas joué de l'année. Et De Boer a dit qu'il avait confondu avec Davy Klaassen. Parce qu'ils sont blonds. Ouais, ils sont blonds, hein. C'est ça. Il avait dit qu'il avait prévenu tous les joueurs au téléphone et en fait El Ghazi a dit qu'il avait juste reçu un texto et surtout le truc c'était de dire Quincy Manning peut jouer évidemment piston gauche sauf que Quincy Manning n'est pas dans la liste des 26 et qu'en fait il pensait à Quincy Promes. Après est-ce que techniquement c'est faux? C'est pas parce qu'il est pas dans la liste qu'il peut pas jouer piston gauche hein. Alors oui, mais la question ne se pose pas. Les noms se prononcent pareil en plus mais ne s'écrivent pas de la même façon. C'est voilà, t'es quand même sélectionneur, alors je sais bien qu'il y a eu des précédents, Khalidou Koulibaly ou autre, mais quand même. Donc voilà la poule qui m'intéresse, poule quand même assez hipster, on va pas se le cacher. Je suis déjà, alors j'apprécie ton travail notamment parce que t'as pas choisi la poule de la République tchèque, Christophe, et je sais que ça a dû être difficile pour toi. Non, même pas, j'étais très premier degré parce que j'ai pas envie de voir la Croatie et l'Écosse, donc du coup ça a réglé la question. Ah, très bien. Flo, quelle est la poule qui t'intéresse le plus? Bah moi j'ai un problème, c'est que soit je te dis poule F parce que c'est là où il y aura le plus de gros matchs d'entrée, mais globalement je vais contourner ta question et rester sur le fait que les poules à l'Euro depuis qu'il y a 16 qualifiés sur 24, bon c'est difficile je pense d'être captivé sur toutes les poules. Et depuis qu'il y a 24 qualifiés aussi, parce que c'est vrai que du coup les poules sont moins relevées. Non seulement il y en a 16 qualifiés, mais en plus c'est ça. Au pire, faites un Euro à 32. Allez jusque-là et avec 16 qualifiés. Il y aura déjà un peu plus de... Sinon, on fait un Euro avec toute la zone Euro, qui dure 4 ans, avec une finale qui serait la Ligue des Nations, du coup. Et on appelle ça la Ligue des Nations, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais sinon, sur des matchs, je vais plutôt partir sur les matchs. L'autre question que tu posais, oui. Et c'est vrai que dans le groupe, je vais les dire à la volée, et puis on verra s'il y en a qui vous font rebondir. Mais Belgique-Danemark, je pense que ça peut être un match très intéressant, parce que pour moi, les Danois, et d'ailleurs, c'est une sélection qui ressort très bien dans l'article
de projection, on va dire, de Julia Asuncao pour Copa Arena, qui a fait des projections donc sur des probabilités de passer en fonction du classement Elo, c'est-à-dire des résultats de toutes ces nations depuis, je crois, sur les 5-6 dernières années. Et c'est vrai que le Danemark ressort comme une équipe qui pourrait être créer la surprise. Donc le Belgique-Danemark, je pense, peut être très intéressant, sachant que les Belges sont pas sur une dynamique monstrueuse. Par rapport à ce que disait Christophe sur les Pays-Bas, je pense que tous les matchs des Pays-Bas sur le premier tour peuvent être intéressants dans le sens où, si ça se trouve, ça peut être le favori qui passe à la trappe si on parle de l'effet Frank de Boer. Voilà. Mais s'il sort de cette poule, il rentre pas chez lui. Hein. Je pense qu'il est exilé parce que oui, non, mais je pense qu'ils réussiront à en sortir, mais je pense qu'ils peuvent ne pas terminer premier, quoi. Voilà. Je me dis que peut-être que dans un monde, ils peuvent ne pas finir premier. Après, dans le groupe D, comme l'a évoqué rapidement Christophe, le République tchèque Angleterre devrait être plutôt sympathique. Dans le groupe E, moi, en tant qu'ancien Girondin, je suis assez curieux de ce que peut faire la Pologne de Paulo Sousa avec Lewandowski, comment ça peut s'animer autour de lui. Évidemment, je serais intéressé par tous les matchs de l'Espagne aussi, parce que je pense que c'est une sélection qui certes a perdu beaucoup en qualité individuelle, mais je pense que tous les joueurs parlent encore quand même le même football, et que collectivement il y a une cohérence qui peut encore exister. Donc je vais suivre les matchs de l'Espagne, être captivé je sais pas, mais au moins les suivre de près. Et après évidemment le groupe F avec les chocs France-Allemagne, Allemagne-Portugal et France-Portugal. Et voilà globalement. Et peut-être attention à la Suède, Raphaël, que tu as détesté, mais qui va peut-être avoir un peu plus de talent devant. On en parlait avec Christophe et je vais le laisser rebondir là-dessus. Mais ils ont un peu plus de matos quand même en attaque pour être plus intéressant que le 4-4-2 que tu avais exécré il y a 2 ans. Ouais, alors je vais en gros citer tous les matchs qui peuvent être intéressants et dire s'ils m'intéressent ou pas. Italie-Suisse, ça peut être pas mal, je suis pas sûr que ce sera passionnant. Dans le groupe B, si vraiment il y a un match qui ressort, pour moi c'est Belgique-Danemark et je pense que ça peut être pas mal. Et j'imagine bien que les forces danoises, même les attaquants numéro 9 où ils ont pas un super numéro 9, le fait que la Belgique ait pas une super défense, je pense que ça peut bien matcher. Donc du coup faire un truc assez serré, assez plaisant. Groupe C, j'en ai parlé, je reviens pas là-dessus. République tchèque Angleterre qui est pour moi peut-être pas le match, mais en tout cas l'un des matchs qui vont le plus m'intéresser, même si j'ai peur que la République tchèque se heurte quand même à un seuil de compétence, à y presser comme une tarée et se mange des transitions face à des joueurs qui vont extrêmement vite. Groupe E, effectivement, Suède-Espagne, ça m'intéresse pas mal. Je pense que la Slovaquie, vu l'équipe, à partir du moment où t'es obligé de rappeler Thomas Subochan, c'est qu'il y a quand même, surtout en 2021, c'est même pas au top. Et le réservoir est pas fou, quoi, on va pas se mentir. Le Pologne, Paulo Sousa contre l'Espagne, ça peut être, comme disait Flo, ça peut être intéressant aussi, non? T'as pas l'air d'y croire, la Pologne. Je sens pas du tout la Pologne. Déjà, il y a plus Milik. J'aurais voulu voir l'articulation Lewandowski-Milik. Et, enfin, tu vois, la Pologne, les derniers résultats. Alors après, j'ai juste vu des bribes, hein, mais ils ont gagné un match depuis novembre 2020. Et c'était face à Andorre, sinon nul face à la Hongrie, la Russie, l'Islande, défaite face à l'Angleterre, face à l'Italie et face aux Pays-Bas. Donc après ils ont pas joué des coups. Je sais pas. Et puis même quand je regarde le reste de la liste là, Zelinski, Klich, voilà, c'est pas mal. Mais et d'ailleurs ils ont Kamil Glik, le joueur de 33 ans qui est le plus proche de 40 ans dans l'esprit footballistique. Dans les performances aussi. Voilà, donc à voir. Et puis bon, groupe F, on va pas forcément revenir là-dessus parce que je pense que tout le monde sera vraiment focus là-dessus. Mais c'est vrai que comme le disait Flo, en fait, le groupe de la France, il détonne totalement du reste parce qu'il y en a beaucoup où au-delà de l'enjeu de la qualif ou pas, c'est difficile de vraiment voir l'affiche qui va être à la fois sur le plan du côté équilibré et sur le plan du jeu qui va vraiment être sympa. Je pense que alors peut-être pas dans les proportions qu'on a vues sur le Italie-Turquie, mais je pense qu'il y a ce risque d'avoir... typiquement, je pense que l'Espagne face à la Pologne et la Slovaquie, ça peut être le même genre de scénario
qu'on a eu sur ce match-là, et donc du coup un truc un peu lancinant où une équipe essaie de péter le bloc bas adverse, mais sans qu'il y ait, surtout sur une saison où tout le monde, je pense, arrive un peu cramé. Je pense qu'il y a beaucoup de favoris qui finalement auront juste cette tâche. Est-ce qu'on arrive à bien utiliser le ballon et à casser le mur adverse, mais qu'il n'y aura pas un rythme fou ou des adversaires qui vont essayer de se livrer s'ils affrontent une équipe plus forte. C'est peut-être pour ça que les matchs les plus intéressants des poules seront pas ceux avec des favoris, mais les matchs plus serrés, genre Finlande-Russie, il y aura moins de qualité, hein, mais Macédoine du Nord, Ukraine, Pologne, Slovaquie, Pologne-Suède, des matchs comme ça. Écosse-République tchèque, Écosse-Croatie, même si la Croatie, je sais pas trop où les situer, j'ai l'impression que c'est le premier tournoi depuis longtemps où il y a aucune hype autour de la Croatie. Tout le monde s'en fout, mais je sais pas. Ils sont pas sur une bonne dynamique. Ouais, ils ont perdu des joueurs, les Mandzukic, Rakitic sont même plus en sélection. Donc, on verra s'il y a la relève pour la Croatie. Le joueur qui vous intrigue le plus, le joueur dont le premier tour vous intéresse le plus lors de cet Euro, je vais donner le mien parce que je donnais pas mon avis jusque-là, c'est Gareth Bale, parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs autour d'une retraite prématurée dès la fin de l'Euro, et je suis curieux de voir s'il arrive pour tout casser ou s'il arrive vraiment en bout de parcours et même l'Euro le passionne pas tant que ça. Je serais fan vraiment d'un Bale énorme comme en 2016 qui amène le Pays de Galles soit en 8ème, soit en quart et qui après s'arrête net et qui parte comme ça, comme un samouraï sur sa dernière victoire, sa dernière tête coupée. En plus il est dans un groupe quand même il est dans un groupe où le Pays de Galles peut sortir de la poule quand même, vu que la Turquie a l'air assez moyenne et qu'il suffit que tu fasses au moins un point contre la Suisse et derrière t'as plus qu'à gagner contre la Turquie. Donc Gareth Bale, je suis très curieux de voir son premier tour. Vous, quel est votre nom? Bah tu vois, pour te rejoindre sur Bale, alors moi j'en ai plusieurs, mais en gros ma méthode ça a été juste de prendre le très bon article du Guardian avec tous les joueurs, et puis de descendre la liste, et de m'arrêter sur le premier nom où je me dis tiens, lui ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et lui ça m'intéresserait de le revoir. Et en fait je me suis fait la remarque sur Florian Grilic, qu'on avait beaucoup aimé avec le parcours d'Hoffenheim sous Nagelsmann, et qui avait notamment brillé lors de la double confrontation face à l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Ça remonte un petit peu, c'était il y a 3 saisons, je ne sais plus. Et c'était un 6 organisateur qui était excellent sous Nagelsmann, et je suis assez curieux à l'idée de le retrouver avec l'Autriche, dont j'attends pas non plus grand chose, mais voir où il en est à 25 ans alors qu'il est toujours à Hoffenheim, et qu'on l'imaginait à l'époque de Nagelsmann ressortir en première ligue assez rapidement. Donc voilà, Grilic, est-ce que par exemple sur cet Euro c'est un mec qui peut envisager ensuite, après un bel Euro, envisager un départ vers un plus grand club? Après, est-ce qu'il va jouer? Il y a une vraie question là-dessus, j'avoue que j'ai pas tout suivi. Mais si tu mets, alors Leimer a été pété toute la saison, mais vu que Alaba a tendance à jouer au milieu, déjà Alaba, Sabitzer, je pense que les deux places sont réservées. Schlager est un vrai bon petit joueur. L'entrejeu, c'est vraiment, je pense, le poste où il y a le plus de concurrence côté autrichien, mais je pense dans tous les cas, j'imagine qu'il aura au moins un match où il aura l'occasion de se montrer. Mais c'est vrai que genre mec qui s'est un petit peu pas perdu, hein. Alors que je vois qu'il été titulaire et 90 minutes sur la dernière fenêtre face à l'Écosse et face aux îles Féroé. Je sens que c'est de la qualif, ouais. L'Autriche pouvait pas se permettre de bâcler ces matchs-là, donc j'imagine que ça veut dire qu'il est dans la rotation, voilà. Et titulaire aussi dans la prépa, lors du match de prépa face à la Slovaquie où ils ont fait 0-0. Alors, il a pas joué le match d'avant face à l'Angleterre, perdu 1-0, mais il a joué contre la Slovaquie a priori c'est sur Soccerway, dans un double pivot avec Alaba à ses côtés. Donc on peut imaginer que dans les matchs où l'Autriche pourrait faire le jeu, etc., on peut imaginer le voir sur le terrain. Et c'est vrai que leur milieu à 3, là, face à la Slovaquie, c'était Alaba, Grilic avec Sabitzer un peu plus haut, ce qui peut être plutôt sympathique sur le plan du jeu. Est-ce que t'as d'autres joueurs ou tu veux que j'enchaîne? Bah vas-y, enchaîne et je vais en trouver d'autres après. Moi je vais en citer un parce que vraiment d'habitude si on me demande un j'en donne 10, donc là du coup je vais me fixer à un seul. C'est Alexander Isak, l'attaquant de... J'ai jamais su on disait Isak ou Ishak, sachant qu'en plus il y a un Ishak, donc du coup c'est un peu particulier parce que tu prononces comme l'autre. Mais l'attaquant suédois de la Real Sociedad, 17 buts en Liga, tous dans le jeu. J'aime bien quand même briser tous dans le jeu parce que tu vois typiquement Luis Suarez en met 21 mais dont 3 penalties. Donc du coup il a quasiment autant marqué que Luis Suarez, ce qui est pas mal surtout pour un joueur très jeune qui n'a que 21 ans, qui est assez
C'est assez bizarre de le voir visuellement parce qu'il est très grand, très longiligne. Il a pas une dégaine folle, mais mine de rien, il est quand même super adroit, super agile. Il me rappelle un peu Patrick Schick, au moment où Patrick Schick a émergé, où il était, alors Ishak est encore un peu plus mince. Il annonçait un 90 pour 70 kilos. Je sais pas s'il s'est étoffé un petit peu depuis. Mais c'est amusant parce qu'il était ultra hypé en sortant de Suède parce qu'il fait sa première saison en Suède en marquant 10 buts à 16-17 ans. Il part à Dortmund et au final, il perce pas à Dortmund. Il joue quasiment jamais, il marque pas. Et c'est ensuite en étant prêté aux Pays-Bas, en allant en Espagne, où il s'est mis à enchaîner les buts. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose au-delà de la capacité à marquer, hein, que j'ai évoqué à partir du moment où tu parles de 17 buts en Liga, chez une équipe qui se qualifiait pour une Coupe d'Europe, c'était quand même un joueur intéressant, mais en plus une capacité à participer au jeu, à vraiment faire le lien avec ses partenaires. Et pourquoi plus lui qu'un autre joueur qui aurait marqué? Je crois qu'Alajic, par exemple, doit aussi être sur sa quinzaine de buts. C'est que forcément c'est un truc qu'il n'y avait pas en équipe de Suède, comme le confirmera Raphaël. C'était surtout très solide, c'est surtout sur l'organisation tactique. Et Forsberg a des hauts et des bas. En 2018, il n'était pas forcément au top du top. Là, ça peut vraiment te transformer le truc. Et j'ai envie de dire que même si la Suède refuse le jeu, à voir si ce sera le cas ou pas, lui tout seul, il te fait pas un projet offensif, mais en tout cas, il peut donner ce frisson qui transforme la Suède. Moi, je pense vraiment que, alors Kulusevski, à voir au niveau de la santé, etc. Mais si tu mets Kulusevski et chaque Forsberg dans une équipe qui défend bien, j'exclus pas du tout le fait que la Suède puisse se retrouver en demi-finale de cet Euro, par exemple, si ça tourne bien au niveau du tirage. Oh, dis pas ça, Raphaël. Je le dis quand même à Raphaël. Hein. Il devra s'habituer à Grandqvist et Emil Kraft et compagnie. Non, mais c'était qui l'attaquant de la Suède en 2018? C'est encore Toivonen qui était en pointe? Je crois que c'était Marcus Berg, il me semble. C'était Berg. Oh là, Berg, oui. Qui est encore... Oh non. Qui est encore dans la sélection. Là, ok, enfer. Et qui sera peut-être plus titulaire. Ouais, mais qui a marqué en Ligue des Champions contre Rennes cette année, pour un vieux, il continue à cavaler. En plus, je crois qu'il était parti aux Émirats, qu'il est revenu. Donc, mec je crois que c'est ça, qui avait fin de carrière, entre guillemets, en fait, non, il continue. Ah ouais, mais le jour où il a annoncé sa fin de carrière, j'étais le plus heureux des hommes, et puis après, il a dit qu'il rejouait au foot. On est quand même sur la haine la plus gratuite du monde. Complètement. Pas de base. Et j'en ai un autre, là, que moi, j'avais beaucoup aimé cette saison sur un ou deux matchs de Ligue des Champions de Chelsea, et qui est sorti de l'équipe, à juste titre, remplacé par, Jorginho, avec la concurrence de Jorginho Kanté dans le double pivot, c'est difficile de jouer. C'est Kovacic, que j'avais trouvé plutôt intéressant sur certaines sorties, et qui là, du coup, avec la Croatie, avec la retraite de Rakitic, comme tu le disais, Christophe, et le fait qu'un mec comme Modric perde un petit peu en influence au fil du temps, avec le temps qui passe, que va faire Kovacic avec de nouvelles responsabilités dans cette équipe, parce que là, quand je vois les joueurs, au milieu de terrain, t'as Badelj, t'as Kovacic, t'as Modric, t'as Pasalic, mais je le vois titulaire en fait dans cette Croatie-là, une Croatie en difficulté évidemment. Il y a Brozovic aussi d'ailleurs derrière, mais qui est compté parmi les défenseurs, donc là je sais pas trop pourquoi. Mais bref, je me dis que ça peut être un Euro aussi pour lui, plutôt sympa, parce que c'est un joueur, alors je vais pas utiliser le terme sous-coté, mais que personnellement j'aime beaucoup dans sa capacité simplement à gérer le tempo d'une rencontre et à contrôler le rythme depuis le milieu de terrain. C'était un très bon complément justement de Jorginho dans les matchs que j'avais vus. Donc assez curieux de voir ce qu'il pourrait faire dans un rôle plus important et des responsabilités plus grandes dans une équipe de Croatie qui, comme on l'a dit quand même, est quand même un petit peu malade sur les derniers mois et arrive pas à l'Euro avec, comme tu disais Raphaël, une certaine hype autour d'elle. Devine l'âge des Kovacic, Flo. 26 25, non 26 27 ans. Il a combien de Ligue des Champions? 4, je crois. Alors il les joue jamais, hein, mais... il a toutes... Non, il a pas celle de 2014 avec le Real, mais il en a une avec Chelsea et 3 avec le Real. Donc ça fait 4. Et je ne savais pas, mais il est né en Autriche. Donc peut-être que si la sélection autrichienne grimpe de niveau, elle arrivera petit à petit à convaincre comme Rakitic d'ailleurs, qui me semble est né en Autriche ou en Suisse, je sais plus. Suisse, je crois. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui derrière vont jouer pour des équipes des Balkans qui sont nés en Europe. Parfois en Autriche, en Suisse. Shaqiri aurait pu jouer pour, je crois, l'Albanie, Kosovo, c'est Kosovo. Mais bon, la sélection, je crois que c'est la sélection n'existait plus n'existait pas encore quand il a démarré sa carrière. Donc, et du coup, il y avait l'Albanie aussi, ouais, comme tu le disais, Christophe. Je crois. Il avait un choix entre les trois. Il fait l'aigle en marquant contre la Serbie, oui. avec ses compatriotes binationaux.
Donc il pourrait faire aussi le concours d'haltérophilie de n'importe quel pays, Shaqiri, parce qu'il a encore et de squat. Oui, je pense qu'avec Fernando Torres, on en a 2 là qui vont avoir une reconversion évidente. Voilà pour les joueurs à suivre, en tout cas les joueurs qu'on a envie de suivre lors de cet Euro, mais ça risque de changer au fil des journées. Ça se trouve, il y en a qui vont se révéler et qu'on aura très envie de voir et de revoir. On peut passer donc au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Et avec PMU.fr, il y a une offre, Florent, une offre avec le code VDB qui, si je ne m'abuse, lors de votre inscription, vous octroie également, en plus de la mise de bienvenue, 2 free bets de 10€. Est-ce que j'ai dit une bêtise ? Non, c'est tout à fait ça, ouais. Faut rentrer le code promo VDB à l'inscription sur PMU.fr et puis vous aurez droit à 2 petits free bets en plus de l'offre de bienvenue pour cet Euro 2020. Merci Flo. On passe au pari de la machine indestructible. Donc c'est Christophe Kuchli que je vois qui peut même serrer le poing ou serrer le biceps pour montrer qu'il est vraiment indestructible. Tu devrais nous montrer un jour ta salle personnelle, Christophe, qui si je ne m'abuse n'est pas très loin de toi. Absolument, et je peux te dire que mes 4 abonnés ennemis sur Instagram ont déjà vu cette magnifique salle et qu'elle en fait rêver plus d'un. Est-ce que sur Instagram tu avais mis ta photo je crois que c'était dans la Voix du Nord, où tu avais fait un reportage où tu testais des machines à te muscler ? Non, mais elle est sur Twitter et il y a des fois quand il y a des gens qui m'embêtent, j'ai envie de la mettre en tweet épinglé. D'accord. Mais je l'ai jamais fait. Mais elle existe, hein, je poste pas beaucoup de tweets avec photos, donc du coup quand tu regardes la catégorie médias, je pense qu'elle sera assez vite. Et d'ailleurs c'est rigolo, parce que du coup on a posté notre première petite vidéo, premier petit clip avec nos têtes. Beaucoup de gens ont fait « Ah, vous ressemblez à ça, machin ». Bon, il y a une personne aussi qui a dit qu'on avait des physiques de radio. Oui. Et quand on est journaliste, on sait ce que ça veut dire, et ça fait toujours mal d'entendre ça. J'espère qu'il l'a dit avec sympathie et qu'il ne va pas me croiser tout de suite. Mais non, blague à part, on est facilement trouvable visuellement parce que vous avez tous les deux fait de la télé. J'ai posté 2-3 photos de moi à droite à gauche. Donc bon, visiblement les gens nous écoutaient plus qu'ils nous voyaient. Donc là, ils peuvent voir nos têtes sur Twitter. Mais oui, non, ma salle va bien, tout va bien. Mon chat n'est toujours pas rentré. Et je vais faire mes 2 paris. Mon premier pari, je m'auto-relance parce qu'on part n'importe où, c'est Belgique-Russie. Donc j'ai fait les matchs de demain, donc d'aujourd'hui pour les gens qui nous écouteront, en espérant que les gens réussiront à suivre le rythme, parce que j'ai des gens qui parfois me disent « Ah, j'ai un peu de retard, j'en suis à l'épisode il y a 1 ou 2 semaines ». Là, si vous êtes à l'épisode d'1 ou 2 semaines, vous allez rater la moitié de ce qu'on fait. Donc il va falloir être assidu. Belgique-Russie, mon pari, c'est un but de la tête d'Artem Dzyuba, côté à 9. J'ai vu le but pari de la tête. Non, le but pari de la tête, non, c'est un petit peu les mots dans un autre sens. Le pari but de la tête. Donc je me suis dit, tiens, c'est amusant. Puis je me suis dit, mais Dzyuba, c'est le joueur qui fait 4m14 de haut. Donc à 9, disons que si Dzyuba marque, et je pense que Dzyuba peut marquer face à cette sélection belge où défensivement je suis vraiment pas convaincu de la viabilité du truc. Alors je pense que ça peut quand même suffire à battre la Russie, hein, jouer une victoire 3-1 ou quelque chose comme ça. Mais s'il y a un but encaissé, je vois vraiment Dzyuba, et Dzyuba de la tête, bon, sans exagération, je crois que c'est un 97, et c'est quelqu'un qui a des stats de duel aérien qui sont quand même assez impressionnantes année après année, et même de buts tout court, hein, en Russie, encore affolé les compteurs cette saison. Donc du coup 9 pour qu'un des meilleurs joueurs de la tête en Europe puisse marquer de la tête. Bon, j'ai envie de dire que ça se tente, et donc oui, 20 buts cette saison en championnat russe, en 27 apparitions, 2 buts en Ligue des Nations, 3 buts en qualif Coupe du Monde, donc un joueur qui a 32 ans est en pleine bourre. Et tu peux aller sur ton deuxième pari, on va reparler de 2 équipes qu'on a déjà citées, c'est Pays de Galles, Suisse. Absolument, Pays de Galles, Suisse, et du coup ça va un peu boucler la boucle avec ce que je disais tout à l'heure. Sur le côté, je vois quand même la Suisse assez nettement au-dessus, en tout cas au-dessus des deux autres équipes hors Italie. C'est quand même une sélection qui est quand même, c'est un peu le Mexique de l'Europe, c'est-à-dire ils sortent toujours des poules et ensuite ils ne passent pas le tour suivant. Donc même si bon, le Mexique, ces compétitions CONCACAF où ils vont toujours plus loin que la Suisse, où la Suisse elle bute à la fois en Euro et en Coupe du Monde sur les premières phases éliminatoires. Mais n'empêche que j'ai regardé, alors à la fois j'ai discuté avec notre ami Elias Baïf, que je salue, qui est suisse. On a discuté un petit peu cet après-midi. Est-ce que t'as réussi à discuter avec lui sans être excité ?
Ah, c'est vrai qu'il a une voix mielleuse, alors tu t'enflammes un petit peu. On est quand même PG-13, hein, mais donc non, mais c'était en sortie d'enregistrement, d'un enregistrement pour Copa Arena. On est resté un petit peu discuter avec Elton Mokolo également qui était avec nous, et il me présentait un peu cette équipe suisse, les 11 joueurs, etc. Et je trouve ça suffisamment propre pour pouvoir passer le premier tour sans trop de soucis. Et mon pari, c'est victoire de la Suisse, -1 face au Pays de Galles, donc 2, 3, 4, 5 buts d'écart. C'est à 40, à 4,40, hein, pas comme le CAC, la bourse. Et je trouve ça vraiment bien payé. Encore une fois, bon, le Pays de Galles, on l'a vu dans des conditions assez particulières face à la France. Mais en fait, ça va beaucoup dépendre de Bale. Effectivement, Bale peut, alors peut-être pas les faire gagner, mais en tout cas les maintenir dans le match et être d'assez loin le meilleur joueur du match. Mais sinon, t'enlèves Ramsey je pense sur les 9 autres postes, la Suisse est bien au-dessus. Vraie question sur la finition. Mbolo, Seferovic, c'est pas non plus les mecs les meilleurs finisseurs du monde, même si Seferovic fait toujours ses stats au Portugal, mais autour, je pense que Xhaka, So, Zakaria, Freuler, en fonction de qui va jouer, t'auras une vraie maîtrise du milieu de terrain. Je suis assez convaincu par la victoire potentielle, par exemple 2-0 de la Suisse, avec juste la seule variable, il ne faut pas que Loris Benito joue. Ouais, bah écoute, je crois Flo va espérer la même chose pour le bien de la Suisse. Tes 2 paris, Flo, tu n'étais pas forcément inspiré par des scores, j'imagine, parce que tu es parti sur 2 paris buteurs. Oui, déjà parce que j'avais mis des paris déjà sur les matchs de demain. J'avais joué le Danemark -1 face à la Finlande et j'avais joué le match nul entre la Suisse et le Pays de Galles. Donc on va voir, Christophe. J'avais pas eu la chance de discuter avec Elias. Donc on verra comment ça se passe demain. Néanmoins, je vais rester sur un pari justement entre le Pays de Galles et la Suisse. Et je vais rester dans mon prisme. Les Gallois vont peut-être réussir à les embêter. Parce qu'il y a un joueur que j'avais trouvé très en jambes face à l'équipe de France, qui avait été à l'origine de la plupart des occasions galloises d'ailleurs, je crois même des 2, une en première et une en deuxième mi-temps. Raphaël, t'as parlé de Daniel James, moi je vais parler t'as parlé de Gareth Bale, moi je vais parler, spoiler, de Daniel James. Buteur tout simplement parce que je trouve la valeur de son but quand même très élevée, et donc je la prends. Comme tu sais, sur ton fameux pari entre le Liban et le Turkménistan, la valeur du nul libanais, du nul entre les deux équipes était plutôt intéressante, à 4. Et malheureusement, c'est pas passé, hein. Tu sais pourquoi. Non, mais non seulement ça passe pas, mais le Liban perd en plus, donc je suis perdant sur tous les plans. C'est ça. Mais du coup, la cote du but de Daniel James est à 7. Et je me dis que c'est un joueur qui est susceptible, surtout par exemple s'il joue côté droit et si Loris Benito joue côté gauche, même si je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Je me dis que James peut faire mal quand même à la défense suisse, où qu'il joue d'ailleurs, avec sa vitesse. Donc voilà, un Daniel James buteur côté à 7, je prends parce que je trouve quand même la valeur très intéressante. Voilà. Et ton deuxième pari, c'est sur Belgique-Russie. Oui, où on reste sur un buteur, mais on est plus dans le classique. Alors c'est un des paris qu'on a sélectionné, on fait un petit concours avec d'autres personnes qui travaillent avec PMU, un petit concours de pronostics, et nos trois paris sur cette première salve de match, c'est la victoire de l'Angleterre face à la Croatie, dites-moi si je me trompe, c'est Danemark -1 face à la Finlande, et donc c'est Belgique-Russie et le but de Romelu Lukaku. Donc j'assume ce pari ici aussi, et je pars sur donc un Lukaku buteur face à la Russie, parce que c'est vrai que par rapport à une défense russe qui ne brillait pas forcément pour sa vitesse lors de la dernière Coupe du Monde, je me dis que Lukaku est capable de faire des différences, même dans un bloc bas, de résister au contact, de se retourner, de frapper, de faire sa fameuse spéciale où il prend appui sur le défenseur et puis il s'enroule autour de lui pour se retourner et frapper. Donc voilà, le but est coté à 2,05, le but de Lukaku face à la Russie, et on part là-dessus avec une cote un peu plus basse pour essayer de
d'assurer quelque chose avec à côté le pari un peu fantasque et le but de Daniel, pardon, je vais y arriver, désolé, de Daniel James. Daniel James, l'athlète qui va très très vite. Merci Flo pour tes paris. Alors j'aurais dû me servir de vos questions, parce qu'en plus c'est moi qui ai posté le tweet pour qu'il y ait des questions et je ne les ai pas utilisées, je m'en excuse. Je vais juste lire la réponse de Treble99, donc supporter de Manchester United, qui nous dit d'ailleurs qu'il va pas écouter l'épisode, il nous dit perso c'est sans moi, l'événement sportif de la soirée se passe à Roland-Garros, rien à cirer du match de l'ouverture de l'Euro qui n'était pas un vrai match. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir se quitter et se retrouver demain. J'espère que Treble99 sera avec nous demain pour pourquoi pas Belgique-Russie. Si ça l'intéresse, et il y aura peut-être des joueurs de Manchester sur la journée de demain, j'imagine, je sais pas, je vais pas vérifier. Ouais, Daniel James, joueur de Manchester. Par contre, il y aura pas Adrien Trebel. Oui, et il n'y aura pas non plus Jean-Pierre Trébert, en tout cas on l'espère. Merci Christophe pour ce petit passage. On se retrouve donc demain pour un prochain épisode de Vue du Banc. Ciao. Salut. Vous avez tout compris grâce à ce podcast, c'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.